BFM Business, l'heure H, la question du jour. A-t-il raison d'être fier, très fier de la gestion de l'État sur la crise du Covid-19? Arnaud Benedetti, merci d'être là. Vous dites, c'est un storytelling, en fait, le chef de l'État fait un storytelling de l'action publique, mais qu'en même temps, on peut quand même s'interroger en disant, est-ce qu'il a raison ou pas? D'abord sur l'intervention elle-même. C'était une intervention sobre qui se voulait factuelle et qui en effet a essayé de dresser, si vous voulez, le portrait d'une action publique qui a triomphé du virus. Il a dit que l'État avait pris les bonnes décisions, que les services de l'État avaient résisté à l'épreuve, que les Français avaient fait preuve d'un très grand sens des responsabilités et que nous étions progressivement sortis de cette crise sanitaire. On voyait bien que le président de la République aussi venait poser sa parole publique après de longues semaines de silence et une omniprésence, faut-il le rappeler, du Premier ministre dont l'expression publique avait plutôt rencontré l'adhésion des Français. Donc c'était un président de la République qui se positionnait dans une séquence sanitaire où il donnait une sorte de clap de fin, si vous voulez, à la crise que nous avons traversée, mais qui venait aussi, d'une certaine manière, récupérer la mise ou la manne d'un éventuel succès dans l'action publique telle qu'elle avait été déclinée, peut-être pour se repositionner par rapport à son Premier ministre aussi. Oui, sans doute. Alors, hier, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu des choses où il a vraiment affirmé et en même temps, il est resté assez vague sur la reconstruction de la France. Vous me direz, ça ne se décide pas dans un claquement de doigts. Il a utilisé des mots assez forts. La reconstruction, ça fait plutôt référence à l'après-guerre. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant dans ce chemin vers lequel il veut nous emmener, sachant qu'on saura un peu tout, donc avant le 14 juillet, a priori? Oui, alors de toutes les manières, compte tenu, si vous voulez, du timing de son intervention, qui était un timing à la fois entre la fin du déconfinement et le second tour des élections municipales et un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement qui est quand même assez important sur la suite à donner au plan européen, il avait une fenêtre de tir qui était une fenêtre de tir assez délicate. Il ne pouvait pas, en effet, tenir un discours d'une très grande granularité, d'une très grande précision. Il était, disons, contraint par son timing et il était contraint surtout d'affirmer un certain nombre de principes. En fait, on a eu un président de la République qui a beaucoup triangulé durant cette intervention. Il a triangulé du côté des souverainistes en rappelant qu'il fallait une économie indépendante. Il a triangulé du côté et souveraine. Il a triangulé du côté des Verts en rappelant qu'il fallait une économie verte. Il a même triangulé du côté des sociaux-démocrates en rappelant qu'il fallait que l'économie soit solidaire. Et il a triangulé à la faveur des mobilisations contre les violences policières également vers une droite républicaine et une gauche républicaine très attachée à une idée universaliste de la citoyenneté. Donc c'est un président qui a conservé son logiciel quand même politique. Clairement, il a rappelé que l'esprit de réforme qui avait animé son action depuis 3 ans était quelque chose d'absolument essentiel pour la remise en marche du pays. Il a rappelé l'engagement européen et il a glissé quelques clins d'œil à certaines clientèles politiques ou clientèles idéologiques, peu importe comment on les appelle, qui permettent finalement de renforcer ou d'élargir plutôt son en même temps. Est-ce que, est-ce que quelque part, donc, si j'entends bien ce que vous nous dites, hier il a fait un peu des appels du pied au sein de la classe politique française, peut-être en vue de son prochain remaniement, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Il a bien évidemment pas abordé la question de ce que serait son ingénierie politique après les élections municipales. Il ne pouvait pas le faire en raison des élections municipales. Il a voulu, en tout cas, très nettement montrer qu'il avait compris un certain nombre de choses suite à cette crise. Donc il a voulu faire évoluer son logiciel politique sans renier ce logiciel, mais encore une fois en essayant d'agréger dans sa doctrine politique des éléments qui jusqu'à présent n'y étaient pas. Alors l'élément écologique il y était en tout cas dans le discours, insuffisamment aux yeux des Verts, mais il y était. L'élément souverainiste n'y était pas vraiment, même s'il a souvent parlé de souveraineté européenne, et même
même l'élément concernant le social et la solidarité. C'est un président dont on a très souvent critiqué une forme d'indifférence sociale, à tort ou à raison. Donc il a essayé en tout cas de bâtir quelque chose qui relève plus, je vais dire, que d'une question de remaniement, relève plus éventuellement d'une stratégie électorale en vue de 2022. Oui, en tous les cas, c'est clair qu'il a dit dans les 2 prochaines années, je continuerai à réformer, quitte, on verra ensuite. Juste, moi, c'est un discours que, ici à BFM Business, je veux dire, on a très bien entendu, dans le sens priorité à l'activité économique, il faut reprendre, c'est la fin du déconfinement, on a gagné la bataille, enfin la première bataille contre le virus. Est-ce que vous dites pas, Arnaud Benedetti, est-ce qu'il a parlé aux Français ? Parce que moi, mais c'est toute la difficulté. Si vous voulez, aujourd'hui, la parole présidentielle, encore plus à l'occasion de cette crise, d'abord, elle a été assez volumineuse. Il a beaucoup parlé, le président de la République, même si ces dernières semaines, il était plutôt silencieux. Donc, d'une certaine façon, il a quand même un peu banalisé sa parole. Et vous savez, il y a un principe qui est un vieux principe que Jacques Pilan, lorsqu'il était conseiller de François Mitterrand et de Jacques Chirac, avait établi, c'est que la parole du monarque républicain, ça doit être une parole qui doit être rare pour qu'elle soit entendue et performative. Là, en l'occurrence, Emmanuel Macron a une parole qui a perdu de sa performativité vraisemblablement parce qu'il s'est quand même beaucoup exprimé, même ces 3 dernières années. On l'a beaucoup vu, beaucoup entendu. Et en contraste, il a eu un Premier ministre qui, lui, a eu une parole durant cette crise qui est apparue comme une parole parfois plus rassurante parce que plus sobre que celle du Premier ministre. Donc il y avait quand même, dans l'exercice qui était celui d'hier, la volonté quand même de la part du chef de l'État de rééquilibrer sa communication par rapport à celle de son chef de gouvernement. Et du reste, il a fait un tout petit peu moins de 20 minutes. Donc c'est dire si ça a été court pour Emmanuel Macron. Oui, c'est un format beaucoup plus court que les formats auxquels il nous a indéniablement habitués. Il y a eu quand même un point qui me paraît assez intéressant, c'est qu'il a cité sa volonté d'établir une nouvelle méthode de gouvernement. Il l'avait déjà fait à la suite, souvenez-vous, de la crise des Gilets jaunes, mais en associant par exemple le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social et environnemental dans la production de la politique de reconstruction. Donc c'est un président de la République qui, en creux, a voulu reconnaître que peut-être la méthode qu'il avait utilisée ces dernières années était une méthode insuffisamment collaborative, si je puis dire, ou insuffisamment dans la concertation. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas du tout cité, vous l'aurez constaté, durant ces 19 minutes d'intervention, c'est son Premier ministre. Oui, c'est exact, absolument, vous avez raison. Il a cité, au moment de la commission d'enquête, en parlant des commissions d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais effectivement, il n'a pas, je suis en train de refaire le petit film, vous avez raison, il n'a pas cité le Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? C'est-à-dire que, si vous voulez, il a quand même mis beaucoup de pression sur son Premier ministre, souvenez-vous, dans ses différentes interventions, notamment concernant le déconfinement. Et il est assez net aujourd'hui que le Premier ministre, en tout cas une partie de l'opinion crédite le Premier ministre, d'avoir fait le job dans des conditions qui étaient des conditions pour le moins compliquées et difficiles. Le fait qu'il ne cite pas son Premier ministre peut être interprété par des esprits qui seraient mal intentionnés, comme finalement la volonté d'une certaine façon de tourner une page. Sauf qu'il a un Premier ministre qui est assez fort dans les études d'opinion et c'est toujours extrêmement compliqué de se séparer d'un chef du gouvernement qui bénéficie d'un étiage de confiance important. Ceci dit, ça s'est déjà fait dans l'histoire. Souvenez-vous, François Mitterrand s'était séparé de Michel. Du soir du 28 juin. Alors, savoir s'il est élu ou pas au Havre. Oui, alors pour le Premier ministre, ça va être la clé. La clé du maintien, l'un des facteurs en tout cas clés, vous avez raison de le rappeler, du maintien du Premier ministre à Matignon, c'est
son succès éventuel au Havre. Alors avec une situation d'ailleurs qui a changé sur le plan local. Autant, si vous voulez, la situation nationale à la veille du premier tour était une situation qui était inconfortable pour Édouard Philippe parce qu'il était d'une certaine façon embourbé dans la question de la réforme des retraites. Autant la situation nationale est devenue aujourd'hui, 2 mois après cette crise, un élément favorable qui peut plaider en tout cas en faveur de la réélection d'Édouard Philippe dans sa bonne ville du Havre. Oui, ça change beaucoup. Non, mais c'est assez drôle, c'est de voir ce matin, Gérald Darmanin a été l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, et il disait, il rappelle souvent, moi j'ai été élu au premier tour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un côté, il y en a un qui n'a pas été élu au premier tour. Vous voyez, donc il se renvoie quand même un peu la balle entre Gérald Darmanin et Édouard Philippe. Oui, alors qu'il y ait des éléments de concurrence éventuels au sein de la majorité pour une accession potentielle à Matignon, ça fait partie du jeu politique. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, le plus important dans l'intervention du président de la République, c'est presque les 2 premières minutes. C'est là où il a annoncé le déconfinement, le retour à l'école, où là, tout d'un coup, on a l'impression, il veut que la page se tourne. Alors, vous avez raison. Il y a plusieurs éléments, si vous voulez. D'abord, il y a une pression de la société. Il faut quand même considérer que le confinement, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour une société. Une société, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle puisse circuler, qu'elle puisse échanger, qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse produire de la richesse, qu'elle puisse se divertir, qu'elle puisse débattre. Donc, cette pression de la société, le président de la République, il la sent comme tout un chacun. Le deuxième point, c'est que pour lui, c'était non seulement le moyen de clôturer un cycle, de clôturer une séquence particulièrement difficile, mais aussi éventuellement d'en recueillir un certain nombre de fruits positifs. C'est-à-dire qu'en effet, il a pris sur lui d'annoncer quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire le retour notamment de la possibilité pour les cafés parisiens et les restaurants parisiens de réouvrir l'ensemble de leurs établissements, le retour à l'école. Oui, mais ce que je voulais mettre, c'est peut-être en conclusion, c'est que c'est une manière pour le président de dire qu'il me reste 2 ans à faire quelque chose, je vais le faire, on va reconstruire le pays. Donc pour ça, je veux dire, il faut dire que la page se tourne sur le plan de la crise sanitaire. Donc il a décidé que c'était terminé, quoi, après, grosso modo. Oui, il a décidé, il a dit 2 choses. Il a dit que les 2 ans qui restaient devaient être 2 années utile. Donc c'est extrêmement important. Vous allez me dire, n'importe quel président de la République dirait exactement la même chose. Mais il est confronté à une situation où il sait très bien qu'il doit aujourd'hui gérer les conséquences sociales et économiques d'un arrêt d'activité qui constitue quand même un fait assez unique dans l'histoire politique, économique et sociale de ces 30 dernières années. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. C'est pour ça que vous avez insisté sur le côté parlementaire du discours du président. Et puis justement, dans un instant, on parlera, il a dit aussi, le président de la République, qu'il fallait revoir l'organisation de l'État. Dans une note publiée en fin de semaine, le directeur des études de l'Institut Montaigne, Nicolas Bocquet, nous a expliqué qu'il y avait un problème de verticalité de la décision en France et qu'il fallait vraiment y remédier. Justement, il est mon invité dans le H d'ici quelques secondes.